Sécure, épisode technique. Je suis accompagné de Davy. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Comme chaque fois que je te rejoins, écoute, ravi. Oui. Justement, on a beaucoup de discussions pre-show qui alimentent notre réflexion. C'est super intéressant. Cette fois-ci, on va revenir dans un sujet un peu plus technique. On va aborder le Zero Trust et les bonnes pratiques ou les pratiques modernes de cybersécurité et de sécurité. Donc, je vais te laisser avancer avec ça, puis j'en ai beaucoup à dire également, fait qu'il va y avoir énormément de rebondissements. Je me doute et puis je compte sur toi. C'est des sujets qui sont sans fin. Donc ouais, Zero Trust, c'est notre sujet du jour. C'était l'envie du moment parce que c'est un truc qui tourne beaucoup. On en entend parler à droite à gauche, on les voit dans les documentations. Alors moi, dans mon approche, évidemment, je suis toujours spécialiste du cloud d'Amazon, formateur, consultant, donc ça fait partie de ce qu'on fait. Mais évidemment, c'est pas propre au cloud, c'est pas propre à Amazon. C'est juste une bonne pratique du jour. Ce qui me fait toujours rire, c'est que quand je l'explique, et on va prendre quelques secondes pour l'expliquer, ça fait tellement de sens que tout le monde dit bah ouais, c'est normal. Sauf que pourquoi ça fait 30 ans qu'on le fait pas alors? Donc Zero Trust, c'est le concept, il est simple. Je dirais que c'est même dit dans le nom. Zero Trust, c'est dès que quelqu'un arrive quelque part, dès qu'un compte est créé ou qu'un composant arrive, par principe, il est en interdiction de tout. D'accord? Ou en absence de droit complet. D'accord? Par exemple, un nouveau user arrive dans un système d'annuaire ou un IAM chez Amazon. Ben, ça veut dire que le user, fraîchement créé, par principe, par défaut, il a le droit à rien. Et ensuite, on va donner de façon très explicite et très granulaire des permissions dédiées. Et alors, le Zero Trust, pour moi, va avec le best practice en anglais, least privilege, le moins de privilèges possible. Ou je dirais plutôt, en français, plutôt le privilège juste. Et souvent, ça va de pair. C'est logique. C'est d'un côté, je vais pas te filer des trucs par principe, et en plus, je vais viser juste à ce que tu as besoin. J'aime bien la traduction de privilège juste. Elle est même plus représentative que le mot anglais. Puis c'est plutôt rare d'habitude que le mot français est plus exact que le mot anglais pour décrire une réalité, mais j'adore effectivement le privilège juste. Ça veut dire que on va se positionner dans une logique où si on arrive, par principe, on n'est pas dangereux pour le reste. Et ça, moi, j'aime bien, en faisant de la sécurité et tout aussi. En général, dès qu'on peut éviter par défaut d'avoir des dangers, c'est toujours mieux. Donc, c'est une prise de risque en moins, qui nécessite par contre, bien sûr, que les gens qui s'occupent de la sécurité, de la définition des privilèges, des règles réseau, etc., fassent leur boulot derrière de façon, on va dire, efficace et rapide. Parce que pour le coup, si on donne des éléments à des gens mais qu'on les paramètre pas et qu'ils ont droit à rien, bah, on les entrave dans la liberté d'action. Et donc, on sait très bien que nous, une politique de sécurité, pour qu'elle ait une chance de fonctionner, d'être applicable et d'être appréciée, faut pas qu'elle entrave, faut pas qu'elle empêche de faire ce qui est légitime de faire. Faut juste qu'elle encadre. C'est difficile, hein, des fois, de garder ce cadre et de le faire comprendre à tout le monde. Mais on fait un cadre pour pouvoir faire qu'à l'intérieur de ce cadre, on soit libre de faire ce qui est légitime. Et donc là, on va chercher à trouver ce qui est légitime avec le privilège juste et le zero trust. Ouais, c'est la jonction des deux, puis j'aime ça. De façon historique, puis plusieurs vont le savoir, vont se rappeler, Windows est un bel exemple, ou Microsoft est le bel exemple de l'antithèse du Zero Trust dans son design depuis tellement longtemps qu'il n'est jamais impliqué ça. Et ça l'a induit beaucoup de ce que maintenant on constate des mauvaises pratiques, c'est-à-dire d'ouvrir tout et ensuite de refermer au lieu de commencer de tout fermer et d'ouvrir ce qu'on a vraiment de besoin, puis de façon historique, moi je suis plus de l'école, tout est fermé et on va t'ouvrir ce que tu as de besoin au gré de justement au gré de ton besoin et justement de limiter soit le système, soit les utilisateurs d'institut de pouvoir se faire mal, parce que c'est un peu ça aussi, il faut éviter que les gens se fassent mal avec les infrastructures. Et comme on donne trop de privilèges et on habitue les gens, les utilisateurs à avoir trop de privilèges, dès qu'ils en ont un peu moins, ça devient le coin et la bannière, c'est complètement fou de voir les convaincre que non, puis méchante sécurité, mais quand dans les faits, ça vient tellement de nous sauver du trou. Le département du non, les méchants, mais ils comprennent pas. Moi, j'ai du travail à travailler. Ouais, c'est ça. Faut que je gagne des piastres, c'est ça. Oui, mais l'autre problème, c'est, puis on le voit beaucoup, puis d'ailleurs, au timing où on enregistre, on n'est pas tellement loin de l'énorme problème que Microsoft a connu l'été 2023 où les clés ont fuité. Le problème, c'est pas juste le fait que la clé est fuitée, mais le problème, c'est que le API qui était utilisé pour faire les accès n'était pas bien scopé.
Ce qui fait qu'à ce moment-là, on est dans un contexte où le zéro trust n'était pas suffisamment bien appliqué en amont. Et justement, ça a permis des accès larges et sans contrainte quand que si l'API avait été correctement, puis d'ailleurs, c'est ce que Microsoft a réglé le plus rapidement possible, a été correctement scopée, donc elle est dans un contexte de zéro trust, c'est-à-dire que l'API a accès à rien et il ouvre aux besoins. Dans ce cas-ci, de toute apparence, l'API avait accès à tout et fermait aux besoins. Fait que là, on était dans un contexte inverse, donc à ce moment-là, on le voit que ces vieux réflexes-là sont difficiles à se débarrasser, sans vouloir que mettre le blâme sur Microsoft, parce que tout le monde est un peu responsable de ces éléments-là. Mais à ce moment-ci, c'est un bel exemple public des dommages que peut causer une architecture qui n'a pas été réfléchie zéro trust de bout en bout. Et la plus grosse faille de sécurité de Microsoft, c'est de vouloir être, comme son nom l'indique, une fenêtre sur la machine pour les utilisateurs et d'emporter, on va dire, toute une chaîne de possibilités, d'opportunités. Donc, plus le produit a envie d'adresser plein de trucs, plus il est forcément ouvert. Et s'il est ouvert, ça apporte du risque. Donc, Microsoft n'est pas, enfin, les systèmes Windows sont pas des mauvais systèmes. Ils sont juste ils essaient d'embarquer tellement de trucs qu'au bout d'un moment, ben, ils embarquent aussi potentiellement plein de capacités de, on va dire, détourner ou de faire des bêtises. Alors, comme tu le dis très bien, effectivement, le Zero Trust est à l'opposé de ce qu'on a fait pendant 30 ans. Et moi, je l'ai vécu pendant des années sans trop me poser de questions. On partait du principe, et je pense que l'informatique privée, avant d'être supplantée par l'informatique publique comme on l'a aujourd'hui avec le cloud et même Internet, a changé la donne. Avant, on avait une architecture privée. On considérait que ce qui était privé, de toute façon, était à l'intérieur de l'entreprise, donc sécurisé. Et donc, on laissait à peu près tout passer. Et comme tu dis, on ouvrait tout. Et quand il y avait des trucs à risque, on remettait des barrières autour. Et donc, pour le coup, c'était la pratique qu'on avait. Avec le risque, quand quelqu'un arrivait à trouver un truc qu'il pouvait faire qui n'était pas normalement souhaitable à faire, ben on voyait que ça pouvait se répandre loin. Tu avais un effet domino ou plutôt l'effet barrage qui cède, et tu te retrouvais avec une propagation d'un virus ou d'une compromission qui se répartissait sur toute une architecture. Ça veut dire que le travail des équipes de sécurité était limité à donne-moi les blocages que tu veux. On va en mettre quelques-uns par défaut à certains endroits. Et au milieu de ça, débrouille-toi avec l'idée que on regardera quand ça commencera à sonner ou à être en rouge. Ce qui, quand on le pose sur la table, se dit mais c'est pas très rassurant comme pratique. C'est pas très efficace non plus quand on le regarde de ce côté-là. Là, on fait juste des blocages à des endroits utiles, le restant est ouvert. Donc, à ce moment-là, dès que, comme tu le mentionnes bien, dès qu'on trouve un problème dans un espace ouvert, là, la déflagration elle est immense parce que il n'y a pas aucune contrainte, il n'y a rien qui limite. Donc, on a un problème. Et ça exige des équipes de sécurité une surveillance énorme sur énormément de composants parce que ces composants-là sont ouverts par défaut et non fermer et remonter comme ça. Windows, c'est comme ça, puis ça vouloir juste mettre l'emphase sur Windows. Les macOS, c'est comme ça aussi. Les systèmes Linux, Unix ont été longtemps dans cette perspective-là aussi, que là, le design est renversé. Tu vas avoir des systèmes comme OpenBSD qui sont justement à l'inverse. Tout est fermé, puis on ouvre au gré des besoins. Mais il est peu populaire, justement, parce que c'est plus difficile à manipuler. Donc, de là, les systèmes populaires sont devenus comme ça. Windows a vissé par-dessus beaucoup d'éléments de sécurité. macOS aussi a fait ça. Et le problème de visser par-dessus des éléments de sécurité qui simulent le zéro trust dans ce cas-ci, c'est qu'il est toujours facile de le dévisser. Oui, de réussir en dessous, il reste toujours des portes dérobées. Alors que quand on a un nouveau système qui se crée, qui a comme logique, c'est le cas, moi, du cloud public d'Amazon, quand tu arrives, t'as zéro droit, c'est tout, c'est le principe de bail. Quand on étudie les policies IAM, par exemple, on a un implicit deny, un deny implicite, une interdiction implicite de base. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait doit nécessairement être donné de façon explicite dans une politique ou par une ouverture réseau. Les security groups, les firewalls, les EC2, des VM, elles sont bloquées par défaut, par principe. Et alors c'est marrant parce que pour le coup, moi je trouve que ça facilite encore plus le travail de la sécurité. D'abord parce que tu peux très bien expliquer aux équipes, t'as pas le choix, de toute façon c'est le modèle, c'est comme ça. Ça te permet d'emprunter un best practice, une bonne pratique dès le départ, qui est imposée par l'environnement où on se situe. Et puis ça te permet toi ensuite de dire si c'est une pratique qu'on aime, qu'on apprécie, ça devient une culture et on peut la faire déborder dans d'autres domaines. On dit non, maintenant quand vous arrivez dans tel truc, c'est cadré. Et ça peut aller jusqu'à pour moi la constitution de cadres standards où je parle pas uniquement de permission ou de réseau, mais je parle par exemple de services disponibles,
que ce soit les services applicatifs qu'on se soit créés soi-même ou des services qu'on consomme dans sa cloud. C'est-à-dire qu'on peut aussi établir qu'en Zero Trust, par principe, on n'a pas le droit de consommer n'importe quel produit comme ça pour le principe. On doit pouvoir là aussi faire une demande, la valider. Ça veut dire, et je reviens par contre pour moi sur la partie importante, c'est que on peut l'appliquer de base, les équipes de sécurité vont être ravies, ça met du cadrage partout, les gens demandent. Par contre, ça, faut que ce soit entendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on ait, à côté de ça, une solide structure de façon de processer les demandes. Je dois pouvoir requérir les demandes d'ouverture, faudra que je puisse vérifier qu'elles soient légitimes, faut que je puisse les valider et les intégrer le plus vite possible, si elles sont justes, si elles sont justifiées, si elles n'amènent pas un risque. D'accord? Et c'est super important. Et alors, ça me fait réagir quand tout à l'heure, tu as dit, ouais, mais un système comme OpenBSD, les gens l'aiment moins parce que c'est plus difficile. Je sais pas si c'est plus difficile d'avoir un système déjà cadré ou si c'est plus difficile de réparer, je vais être vulgaire, les merdes des autres sans arrêt, de reboucher des trous. De se réveiller à 4 heures du matin pour aller voir une compromission et réagir avant que la donnée s'échappe dans le darknet. Enfin, je sais pas ce qui est le plus difficile en soi. Ouais, ben, j'ai l'impression c'est qui porte le fardeau de ça. Et le problème, Oui, c'est c'est ça. que c'est justement, on délègue à la sécurité, on les écoute pas, mais on délègue ensuite de ramasser le gâchis qu'on a causé parce qu'on a laissé les systèmes trop ouverts. Fait que si on porte pas la responsabilité, c'est sûr que c'est plus facile de prendre un système très ouvert, qui est simple d'utilisation, puis qui nous guide, puis qui est très simple, à un système fermé qui va nécessiter plus d'efforts pour monter et mettre en état de production. Personnellement, puis là, je te rejoins énormément, je préfère les systèmes OpenBSD parce que j'ai pas à me préoccuper de faire des efforts particuliers pour le durcir. Il est déjà prédurci, donc mon effort est réduit en termes de travail, de sécurité, pour l'amener à un niveau acceptable. Mais d'un point de vue gestion de système, c'est l'inverse. Puis c'est là où le combat est toujours, c'est eux veulent la facilité de la gestion. Moi, je veux pouvoir dormir la nuit. Alors, moi, Fait que nos ondes ne se rejoignent pas, là. j'ai envie de dire, ça peut se rejoindre parce que, et là, je vais invoquer la culture de DevOps. Dans la culture DevOps, on part simplement du principe que les êtres humains qui n'ont pas les mêmes rôles peuvent essayer de faire un effort pour comprendre le rôle des voisins. Et donc, à partir du moment où on dit, bah, de base, de toute façon, vous avez le droit à rien. Par contre, moi, vous m'exprimez ce à quoi vous avez le droit. Je vous exprime avec quels outils je peux le faire et comment on peut le faire ensemble. Et moi, je sais que ça me sert à introduire une notion de responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas juste, t'as des ouvertures partout, je passe mon temps à réparer tes conneries. C'est plutôt, travaillons ensemble pour savoir comment vous pouvez définir vos permissions, comment je peux même vous déléguer, pourquoi pas, des permissions pour pouvoir vous-même gérer une partie de ces permissions. Et ensuite, puisque le cadre de toute façon est sécuritaire derrière, en tout cas en partie, je vais continuer ça. Et ça peut même aller plus loin parce que souvent, les clients qui font du zero trust en informatique, et je pense que c'est un sujet dont on parlera dans une autre session, ont tendance à pas être zero trust en physique. C'est-à-dire que les collaborateurs peuvent se balader d'un étage à l'autre, les gens peuvent rentrer dans leur bâtiment, leur Wi-Fi est ouvert au public, etc. Et on le voit. Et on en parlera dans une autre session où on parlera justement de la sécurité qui est pas que informatique. Et ça me fait penser à ça aussi, c'est en lien. Il y a des clients chez qui l'informatique, ils vont utiliser du cloud public, vont utiliser des choses comme ça, mais tu peux te balader dans leur bureau comme tu veux, ils te balancent plein d'informations sur Internet. Là, tu t'aperçois là aussi qu'il y a un problème, et ça a des sujets qu'on avait vus dans d'autres sessions ou dans d'autres moments où il y a toujours un problème d'éducation, de compréhension du risque et de pourquoi ces outils sont là, pourquoi les pratiques sont là et jusqu'où elles vont et potentiellement où est-ce qu'il leur manque. Et ça, je recouperais ça aussi avec, pour moi, un autre best practice. Donc, tu as le zero trust, pas de permission, le privilège juste et la non-répudiation. Alors, non-répudiation, quand on fait de la sécu, on sait ce que c'est. Les choses, en général, c'est le fait d'avoir des comptes nominatifs. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes clients, si vous me faites un compte qui s'appelle administrator, je quitte la boîte, je m'en vais, je vous laisse vous débrouiller. Pourquoi? Parce qu'un compte administrator, ça sous-entend qu'il a des permissions. Et en tant que pirate, je sais exactement quel compte je vais aller attaquer. Et le problème d'un compte administrator, c'est qu'on aurait tendance à dire, bah, je vais l'utiliser dès que j'ai des besoins d'administration. Sauf que je suis pas seul. Et donc, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui l'utilisent. Et dans ma carrière, j'ai été confronté 2 fois à la police qui débarque chez des clients. Et ben, quand vous êtes 4 ou 5 à utiliser le compte administrator, les 4 ou 5 personnes finissent au commissariat ou devant le juge. Donc, c'est un best practice de sécurité que j'essaie de pousser le plus possible. Je dis, on enlève la notion d'un compte neutre. Il y en a même quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit, mais tu fais pas de compte anonyme. Alors là, encore moins. Là, je démissionne, je pars manger une poutine, je rentre chez moi, mais démerde-toi hein, si t'as des comptes anonymes. Non, c'est des concepts qui n'ont même pas de sens en soi, qui reviennent toujours, et on reboucle sur le zero trust. Historiquement, à la maison, en interne, dans notre infra privé, on s'en foutait du moment que c'était en interne, on peut ouvrir à tout le monde. Et en fait, on se bat, nous, finalement,
et on se bat à changer une culture. Et changer une culture, ça prend une bonne décennie. Donc on est en plein dedans, mais ça va avec. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que c'est un package pour moi qui a du sens. Quand on en parle comme là, les gens qui nous écoutent vont dire, bah en fait, ouais, ça fait sens. Je dis, mais alors pourquoi on l'applique pas concrètement? Oui, et il s'aperçoit qu'il y a de la résistance à l'application, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi une histoire de confort. Ça fait moins d'efforts, je suis pas trop obligé de m'en soucier. Et sauf qu'on rappelle que la sécurité, c'est pas là pour être une contrainte, c'est une protection. Et une protection des individus, des ressources, des informations qui sont dans l'outil. Et donc, on en a besoin, et tout le monde en a besoin. Comme on a besoin de limitation de vitesse sur la route pour pas se tuer, de freins sur la voiture pour pas se tuer, voilà, que les avions soient contrôlés pour pas se tuer non plus. Donc, ça sert aussi à ça. Oui, 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 puis j'aime bien à la maison, non, ça va bien. Mais aussi, puis c'est un changement de paradigme. Le Zero Trust a été nommé en 2007 par Forrester. Et ça a cheminé, mais l'idée était quand même précédait ça. C'est quand même c'est la création du concept, là, ou la description du concept qui a été faite à ce moment-là. De là, ensuite, il vient le fait que les gens comprennent pas ou pensaient qu'ils n'étaient pas attaqués. Puis on revient toujours au fait que, ah non, je suis trop petit. On revient toujours, je suis pas une cible, je serai pas attaqué, je sais pas. On revient énormément à ça. Et le problème, c'est que ça a été longtemps le cas en TI, puisque quand le Zero Trust est né en termes de concept, en 2007, effectivement, il y avait très peu d'attaques sur les réseaux. C'était marginal et à ce moment-là, on se préoccupait plus des petits virus qui étaient à LoveView, entre autres, à ces époques-là, qui étaient assez mineurs, mais sans trop grandes conséquences. Maintenant, on est en 2023, on se repositionne différemment. On est sorti, là, on est 3 ans et demi après le confinement où le monde a basculé. Mais tant qu'à moi, c'est rendu l'année zéro. Mars 2020, c'est rendu l'année zéro. Où on est 3 ans après année zéro, qui, à ce moment-là, tout a changé, mais et même au niveau des TI, la façon d'aborder les choses, de façon comme maintenant, on fait du travail à la maison de façon courante, ce qui n'était pas le cas avant. Le fait qu'on l'étalement, le cloud a explosé, le nuage a explosé parce que les besoins en ont explosé aussi. Et là, pas juste les bonnes personnes, les entreprises qui en ont bénéficié, les malveillants aussi ont vu l'opportunité. Eux-mêmes ont utilisé des infrastructures qu'on pourrait dire cloud à certains égards, ou en tout cas mutualisées dans tous les cas, où ils ont des chaînes de production, ils ont tous copié les bons éléments des entreprises pour faire de l'argent. Et ça s'est industrialisé de façon très impressionnante. Donc maintenant, on ne peut plus dire, ouais, non, c'est pas grave, moi, dans mon sous-sol, je me ferai pas attaquer. Non, tu as de l'argent, on va t'attaquer. Tu vas te faire vider ton argent. C'est là où le marché a changé. Et c'est là où on revient avec le Zero Trust, où c'est important parce que on doit protéger l'intérieur de nos réseaux, on doit protéger l'intérieur de nos maisons. Contrairement à avant, on a des portes dans nos maisons. Pourquoi on a des portes dans nos maisons? Parce qu'il y a des pièces qu'on veut isoler de temps à autre, parce qu'avec des raisons. Dans les entreprises, il y a des cartes d'accès en sécurité physique. Pas partout, mais dans la plupart des endroits, au moins, tu as un certain nombre de guérites d'accès physique qui exigent la carte d'accès pour y aller plus loin, pour rentrer dans certains espaces ou des espaces plus privés que d'autres. Donc, ces notions-là, moi, j'utilise des images comme ça dans le monde physique, justement, pour limiter. Parce que qui va accéder au coffre-fort de l'argent de la compagnie? Pas tout le monde. Qui accède aux enregistrements, aux données des ressources humaines? Pas tout le monde. Les bureaux, généralement, sont verrouillés en plus. Donc, est-ce qu'on va commencer à permettre l'accès à tout l'argent de la compagnie? Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on fait la même chose en informatique que dans le cloud? On ferait pas ça. C'est complètement fou. D'où la séparation des privilèges, entre autres, qui est un des axes du Zero Trust aussi. Et, ce qu'on a du mal souvent à réaliser, moi je prends cette image, c'est le risque explosif du cloud public pour ça. Alors je dis pas que le cloud public est un risque, mais je dis qu'il est exposé à un risque plus large. Je donne toujours cette image, je dis qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire un data center physique? On peut l'inonder, mettre le feu, dire à Vladimir qu'il y a des Ukrainiens dedans, enfin trouver plein d'idées. Voilà, on dit ouais bah c'est pas crédible parce qu'en fait c'est tellement gros ça n'arrivera pas. C'est vrai, il y a peu de chances que ça arrive. Il faudrait vraiment mettre des moyens en œuvre. Comment on fait pour détruire une infrastructure qu'on a mis dans le cloud? Un excès de permission. C'est tout. Un excès de permission est suffisant pour tout détruire. Quelqu'un qui a trop de droits peut se retrouver à faire des trucs que cette personne n'a même pas envisagé de pouvoir faire, fait un test et se retrouve à détruire des choses et à mettre à mal toute une architecture avec les conséquences que ça a, comme l'arrêt du business, la perte de l'argent, peut-être la perte des emplois. Et ça aussi, c'est intéressant
quand on fait de la sécurité, évidemment, nous, c'est notre objectif de garder ça, de trouver les moyens alignés pour sauver le business, mais on sait qu'on le fait parce que si on ne le fait pas, il y a un risque qui est très grave. Et souvent, comme tu dis, hein, les clients ont tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive peut-être qu'aux autres, mais j'ai quand même une assurance incendie chez moi. Ça n'arrive qu'aux autres, mais j'ai une assurance pour la voiture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être juste lucide. C'est ce qu'on dit. Hein, la différence entre un paranoïaque et la lucidité, c'est juste un degré de peur de plus ou de moins, c'est tout. Mais on est juste lucide sur la possibilité qu'il y a un risque. Oui, il est faible. C'est vrai, des fois, par rapport à une année, 5 ans, 10 ans d'activité, il est faible. Mais les conséquences, si ça arrive, peuvent être tellement grandes qu'on a vraiment tout intérêt à l'envisager et à garder le cadre. L'autre avantage aussi d'une culture zero trust, des bons privilèges, de la non-répudiation, c'est que ça nous met dans une culture qu'on va pratiquer finalement sur le temps au bout d'un moment sans s'en rendre compte. Comme avant on avait la mauvaise pratique sans s'en rendre compte, on peut aussi avoir la bonne pratique sans s'en rendre compte. Donc c'est pas si dur que ça, surtout quand on a des clouds publics par exemple dans lesquels c'est la politique par défaut. Tu as cité des OS par lesquels on commence à avoir ce genre de pratique par défaut avec la faiblesse qui sont pas bâtis dessus, donc il faut arriver à couvrir tous les cas de détournement. Mais ça veut dire qu'à partir du moment en tout cas on en fait une pratique, on en fait une culture, on l'acquiert, c'est aussi plus facile. Pour quelqu'un qui monte un projet from scratch demain dans un cloud public, pour moi, c'est absolument pas un problème. C'est pas une surcharge. C'est juste la façon de travailler. Donc finalement, le plus embêtant, c'est toujours la même chose, c'est quand on change d'habitude. Après, comme tu disais, il faut que ça s'aligne aussi avec le business. Il faut faut pas entraver le travail. Je dis toujours, le juste milieu, c'est ça. On fabrique un cadre, on propose un cadre, on suit le cadre, on l'adapte pour permettre aux gens qui sont à l'intérieur de ce cadre, comme tu disais, dans les pièces, j'ai les portes pour les séparer, pour les sécuriser, mais quand même dans la pièce où je suis, par contre, à l'intérieur, faut peut-être que je suis autorisé à faire ce que j'ai à faire, que je sois pas entravé. Et après, c'est cette question de délégation. Donc ça nous arrive souvent dans le cloud public de devoir créer de la délégation. La délégation, ça veut dire que j'autorise certaines personnes, alors que je forme ou que j'accompagne pour prendre conscience qu'on va leur donner une forme d'autorité, donc de droit de gérer un peu des choses qui sont un peu à risque, pour pouvoir donner aux autres les autorisations nécessaires, mais toujours dans la mesure du raisonnable, quoi. Quand je donne une délégation sur un projet à une équipe de développement, c'est pour leur base de développement. Je leur donne pas le droit de modifier l'infrastructure de prod intégrale et tout le réseau. Ça n'a pas de sens. Mais on vient d'une culture où, techniquement, ces gens-là avaient potentiellement ce pouvoir sans s'en rendre compte. Oui, puis c'est intéressant que tu abordes le volet des identités, parce que les identités maintenant sont le nouveau périmètre. Surtout en cloud, on est vraiment dans un contexte où l'identité est vraiment le nouveau périmètre. C'est plus parlant pour les gens d'infrastructure qui étaient habitués de vivre avec des périmètres physiques, avec des coupe-feux et des équipements de cette nature-là qui venaient contraindre les communications entre différents équipements ou simulaient des portes d'entrée des portes dans une maison ou dans une entreprise dans laquelle la porte est fermée, donc on peut pas y aller, la porte est ouverte, on peut y aller. Donc, ça simulait un peu ces éléments-là. Puis d'ailleurs, les premières itérations de Zero Trust étaient beaucoup plus basées sur un élément d'infrastructure. Et parce que c'était ce qui existait à l'époque, on se ramène maintenant. Ce qui est justement ce que tu mentionnes, surtout en cloud, c'est l'identité et donc la capacité de cette identité-là à faire des fonctions, parce qu'il y a des services qui vont opérer dans un périmètre d'identité, il y a des personnes qui vont agir dans un périmètre d'identité, et ensuite, tu as la non-répudiation, c'est que c'est bien la bonne personne qui a fait effectivement le geste qui est là, d'un point de vue légal, parce que tu mentionnais qu'il y a eu des gens qui ont dû passer des mauvais moments à expliquer que c'était peut-être pas tout à fait eux autres qui étaient en arrière du clavier pour ce qui a été exécuté, et la personne qui était en arrière du clavier a dû passer un mauvais moment aussi d'ailleurs, mais bref, ça crée des mauvais moments pour ceux qui étaient pas impliqués, mais qui étaient dans un contexte où la non-répétition était inexistante ou quasi inexistante, ou techniquement plus difficile à mettre en œuvre. Donc, l'identité revient justement à représenter ces éléments-là où on est capable de limiter la capacité. Et à ce stade-ci, on a toujours un a priori que les grands cloudeurs ont bien déployé les mécanismes de contrôle de l'identité. Ça, c'est une présomption sur laquelle on s'appuie. Jusqu'à présent, à une exception près, c'est vrai. D'un côté, pure cloud. D'un côté, puis là, c'est le M365, je l'exclus parce que pour moi, c'est pas du pure cloud au sens où c'est pas dans l'environnement qu'on fait, c'est un service géré qu'on consomme qui est vraiment un ensemble en soi. Et quand on embarque, disons, du côté Microsoft dans Azure,
Effectivement, on est encore dans un contexte où l'identité est bien gérée par le fournisseur. Il n'y a pas de souci, puis il n'y a pas de passe-droit. Fait que dès lors, les contrôles sont aux bons endroits. Donc, c'est à nous, c'est notre responsabilité. C'est là la délégation de responsabilité en cloud aussi. C'est à nous à bien gérer les identités. Si on les gère pas bien, ben on va se faire mal nécessairement parce qu'on a laissé les choses trop ouvertes et encore plus. Puis ce qui est le courant actuellement, je ne sais pas quand celui-ci va arrêter, mais 95% des attaques sont sur l'identité à l'heure actuelle. Je pense que j'avais entendu dans une conférence le CEO de Mandiant dire que 99%, si c'est pas 100% des attaques sont sur les identités parce que c'est ça qui est utile, c'est ça qui nous amène plus loin, c'est ça qui permet de casser les systèmes dans lesquels on vit. Donc, l'importance de faire un zéro trust identité est d'autant plus importante justement pour limiter la capacité des attaquants à faire des dommages dans nos infrastructures, même et nos employés également de faire des dommages dans nos infrastructures. Ça, on n'en parle pas assez. La mauvaise connaissance des différents utilisateurs de leur rôle ou de ce qu'ils peuvent faire. J'ai souvent vu des cas où les administrateurs qui avaient trop de privilèges, de briser des systèmes sans le vouloir. Tu mentionnais, on détruit un CTI, maintenant, il faut trop de privilèges, puis c'est final. Et ça rejoint une autre notion qui est, c'est ce que j'appelle les administrateurs stars dans les entreprises, c'est-à-dire des gens qui sont très doués, qui font plein de trucs, à qui tu demandes tout, mais à qui on a fini par déléguer beaucoup trop de permissions aussi par facilité. Souvent d'ailleurs, c'est même les gens qui décident ces permissions-là qui font ça et qui peuvent faire des conneries, qui laissent des traces, qui même quand ils réparent et qu'ils voulaient pas mal faire, nous laissent des traces. Et une des parties de la sécurité, c'est aussi la traçabilité, l'observabilité, être capable de dire ce qui s'est passé, de comprendre. Sauf que si tout se repose sur les appuis, les épaules d'une personne qui ne laisse pas de traces, qui a trop de pouvoir, même chose, ça nous pose des soucis en termes de continuité. Ça revient aussi à la gestion role-based. La gestion role-based, c'est un autre changement de paradigme. Là encore, je te dis, moi je fais souvent ce parallèle-là. Quand je faisais du VMware chez les clients, on avait des comptes d'administrateurs au vCenter et tout le monde se connectait avec. Ça sous-entendait administrateur veut dire les pouvoirs qui vont avec. Donc, comme je disais toujours, l'identité voulait dire la permission. Non, l'identité et l'autorisation, c'est deux choses différentes. Et cette logique du role-based, là aussi, que le cloud nous pousse comme best practice, moi je l'aime beaucoup parce que ça veut dire que je peux avoir une personne identifiée, une non-répudiation, avec des privilèges justes et uniques, simples, et de pouvoir aller dans des projets différents, dans un environnement différent, consommer des rôles qui vont porter les permissions pour nous. Et le rôle n'est pas une identité viable dans le temps, c'est simplement quelque chose de temporaire. Et ça m'enlève du risque. T'as quelqu'un qui est risqué ou qui a un problème, boum, tu coupes le lien, tu détruis pas tout. Par contre, t'as un compte qui est compromis, qui a beaucoup trop de permissions nativement, ça devient compliqué à gérer. Et puis, faut mettre ça aussi en perspective. Il y a 20 ans, quand on faisait pas de cloud public, tu faisais une nouvelle version d'application tous les 6 mois, tu changeais un peu l'infra tous les 3 ans, c'était ton rythme de renouvellement et ça allait. Aujourd'hui, on est sur des clients qui font du 50, 100 versions d'application par jour. Donc autant te dire que le rythme de renouvellement des permissions et des droits, il est plus gérable. Donc quand on a, je sais pas, un poste d'administrateur de sécurité qu'on doit aller regarder dans 65 comptes différents, il est hors de question que la personne possède localement, lié à son identité, toutes les permissions. C'est ingérable, c'est impensable, c'est beaucoup trop risqué. Donc on a ce challenge-là aussi, on a changé de vitesse à laquelle on travaille, on a changé d'échelle, et le cloud public nous a amené ça, à laquelle on travaille. Et donc, relier l'identité à l'autorisation, ça me semble totalement surréaliste. Quand j'ai des clients qui veulent le faire, je crois que vous réalisez pas, on le fait pendant 6 mois, au bout de 6 mois, on regarde, vous allez voir le nombre de permissions que vous culez par account. Et le nombre de fois où vous les avez changées, le nombre de fois où vous vous êtes trompé. Et on peut faire après le total des permissions qu'il y a en trop. Ouais, ça devient rapidement ingérable. Là. Tu peux pas faire ça. C'est humainement impossible de faire ce genre de choses-là. Puis, effectivement, donc ça nous empêche d'être efficace. Ça nous empêche d'être efficace. Oui. Ça fait courir un risque. Puis en plus, la réduction d'efficacité va faire qu'on va réduire le nombre de points de contrôle parce que autant en identité, on va, tu sais, les coups-feux qu'on avait dans l'univers réseau, mais se répliquent par des points de contrôle en identité. C'est-à-dire que c'est tous des points où l'identité est vérifiée avant d'accéder à l'information ou d'accéder à un système. Donc, tous ces points-là, plus on en met, plus justement quand on a une mauvaise pratique, plus ça va devenir difficile de gérer l'ensemble de ce qui en suit. Donc, on va réduire le nombre de points de contrôle. Donc, on va justement aller à l'inverse du zéro trust parce que ça devient difficile à gérer. Et quand on devrait peut-être en amont, on va avoir une bonne gestion.
de ces privilèges-là. Donc, incidemment, d'avoir des points de contrôle beaucoup plus répandus à des endroits judicieux, justement, pour limiter les problèmes. Si on reprend encore l'exemple de Microsoft dans ce cas-ci, bien, les points de contrôle, de toute apparence, n'étaient pas suffisants, en tout cas en apparence, puisque je ne suis quand même pas dans les infrastructures de Microsoft, mais ils n'étaient pas à des endroits judicieux, ce qui fait que la personne a pu passer droit plus rapidement et plus loin avant de pouvoir être interceptée, puis avant d'être bloquée dans les accès qu'elle avait. Donc, c'est très important de les mettre à tous les endroits, au plus d'endroits possible dans l'absolu. Tu devrais, en TI, il n'y a pas de coût réel d'acheter un point de contrôle à un système. Donc, il faudrait en acheter le plus qu'on peut, justement, pour limiter la déviation d'une identité, puis justement, que quelqu'un trouve une façon de casser ou de contourner, justement, en faisant un chemin particulier, puis d'arriver à l'information, mais là, à ce moment-là, de le bloquer le plus souvent possible aux endroits le plus proche de l'information aussi qu'on veut accéder dans un concept de zéro trace encore si tu n'as pas accès à mon information, c'est seulement si tu as accès à mon information que si tu es autorisé, autrement, tu n'as juste pas accès. Ça reste là, puis on met les moyens en place. N'a pas forcément besoin d'être humaine, elle peut être service. C'est-à-dire que des fois, on va donner une permission, non pas à la personne d'aller consommer une donnée, mais on va donner des permissions simples à la personne de consommer un service qui, elle, ou ce service seulement, a l'autorisation de consommer la donnée. Et dans le cloud, on a plein de chaînes comme ça de responsabilité, de lien entre les services qu'on peut cadrer, qui peut être chiffré, etc., mais qui permet de désolidariser finalement l'identité et le peu de permissions nécessaires pour qu'elle initie la requête de la réalisation et de tout le chemin complet que cette requête va mettre à faire. Ce qui va nous permettre d'éviter aussi les dérives. La personne qui arrive avec tous les droits de tout faire, qu'est-ce qui me dit qu'à un moment donné, elle va pas juste consommer la donnée, mais elle va faire autre chose avec la donnée ou avec le support de cette donnée. Alors que si je lui donne juste le droit d'appuyer sur le point d'entrée, de faire sa requête et puis que c'est transporté par, on va dire, une structure autonome qui ne possède pas la capacité d'extraire ces permissions et d'être dérivé, là aussi, ça nous évite le risque. Ça l'enlève pas totalement, parce que quelqu'un qui piraterait le compte pourrait quand même avoir accès à la donnée, mais ça permet d'éviter ce qu'on a en général, c'est de l'amplification, c'est-à-dire que la personne possédant trop de permissions, le pirate peut lui bénéficier des permissions pour faire d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc là, ça limite toujours, là encore, l'empreinte de l'identité à son strict minimum. C'est pour ça que le least privilege, j'aime bien quand on en parle en formation, parce que tout le monde dit, ouais, bon, c'est un best practice. Non, en fait, c'est super important. Si vous l'appliquez pas tout le temps, vous allez voir d'abord si vous allez vous faire surcharger, vous allez plus arriver à gérer. Vous allez avoir au bout d'un moment la tentation de dire bon ben on ouvre tout à tout le monde. Vous revenez 20 ans en arrière, on refait les mêmes conneries avec l'ignorance ou la sous-estimation du risque, mais vraiment colossal que ça représente si quelqu'un arrive à consommer ça. Et comme tu dis, aujourd'hui on attaque le user, on attaque l'identité. Aujourd'hui un password qui fait 16 caractères c'est même plus assez. Donc, on ne rappellera jamais assez l'usage des MFA, qui devient quasiment indispensable dès qu'on a au moins des comptes à risque, ou quasiment tout le monde. Si on est dans un secteur d'activité comme le bancaire, le militaire, le médical, c'est des équipements dont on a besoin aujourd'hui parce qu'un mot de passe ne nous protège plus. C'est fini, ça n'est plus vrai. Et avec les outils d'intelligence artificielle qui arrivent, je vous assure que vous pourrez faire des mots de passe de 48 caractères si vous voulez. On finira par les trouver aussi. Ce sera pas un problème. Donc, il nous faut trouver d'autres choses pour pouvoir justement faire que ce point de sensibilité qui est l'identification, comme tu l'as dit, puisse être désolidarisé du reste. J'aime bien aussi ce que tu dis tout à l'heure. Ça m'a fait repenser à une discussion avec des gens de chez Palo Alto, où une fois que j'étais chez eux, je leur ai dit, vous savez que votre métier sert plus à grand chose. Alors, je pensais au réseau traditionnel. Je disais, on a des architectures cloud de serverless complet où la seule sécurité, le seul périmètre de sécurité, c'est un WAF, donc comportement applicatif et utilisateur. Et c'est une authentification avec une autorisation. La partie réseau traditionnelle, réseau, firewall, etc., elle est inexistante puisqu'en fait, après, c'est des appels de service qui sont des appels d'autorisation de service entre eux. Et il n'y a pas de flux réseau à contrôler ici. Ce qui permet aussi, ce qui change un peu la donne pour les gens qui viennent du réseau parce qu'ils ont du mal à cartographier cet ensemble de relations. Ils ont mal à cartographier les flux des appels entre eux, et on a besoin d'outils dédiés à ça. Et ils ont plus la même façon d'aller analyser le contenu. C'est pour ça aussi qu'on voit de plus en plus de WAF, donc c'est-à-dire de firewall couche applicative, qui vont s'approcher du comportement applicatif et du comportement user pour mettre des règles qui sont placées sur le comportement applicatif. Et ce qui colle un gros challenge à toutes les équipes techniques, à part les spécialistes de ça, parce que si t'as jamais fait de configuration d'un WAF, putain, ça fait mal la première fois. Hein. C'est effectivement assez souffrant, puis ça nous amène dans un autre univers, mais encore là, il faut comprendre l'application, puis pour voir ce que j'ai vu.
On va s'arrêter ici. On a fait un premier survol de ce que c'est le Zero Trust. On va sûrement y revenir de d'autres façons. On en a parlé en off et justement, il y a d'autres axes comme ça. Je remercie énormément. Cet élément-là est très intéressant parce qu'elle a un peu philosophique, un peu technique, un peu un mélange de tout. Puis cette convergence-là, je pense qu'elle est maîtrisée par tellement peu de gens que c'est important de l'amener dans l'espace public et d'en discuter justement pour augmenter cette compréhension-là et tranquillement nous amener vers autre chose. N'hésitez pas à venir nous en parler si vous avez des questions, si vous voulez voir le sujet. Je pense qu'on viendra aussi sur les sujets des WAF dans le futur, ça nous fera une session de plus. Ah, absolument, les WAF étant une chose. Merci énormément. Merci à toi.